Madame, Monsieur, c'est l'heure de votre débat du 12-15 sur Gabon 24. Aujourd'hui, nous parlons de la revalorisation de la culture à travers cette revalorisation des usages et des coutumes pour justement développer le Gabon, parce qu'il y a certains qui estiment que ces notions, sinon ces valeurs, sont indispensables. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Joe Igama. Il est juriste à la Chambre nationale des métiers de l'artisanat du Gabon. Et avec lui, le professeur Orphée Martial Soumao Mavioga, sociologue de la jeunesse et de la socialisation politique. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci de l'invitation. Merci pour l'invitation. Alors, pour aller de plein pied dans ce sujet, le Gabon, avec sa diversité ethno-linguistique, impose à ce qu'on qualifie ou on donne une appellation appropriée à sa culture. Est-ce qu'on va parler de la culture gabonaise ou des cultures gabonaises? Professeur Soumao. Merci. Alors, comme vous dites, pour aller de plein pied dans le sujet, peut-on parler de culture gabonaise ou des cultures gabonaises? On va dire que c'est selon. Lorsqu'on parle d'héritage culturel, ça renvoie d'abord à un patrimoine, d'accord, qui est remis ou qu'on s'approprie par succession. Et donc, par conséquent, parler d'héritage culturel, on peut parler là aussi du point de vue sémantique de culture gabonaise. Bien évidemment, dans cette grande maison qu'est la culture gabonaise, chaque groupe ethnico-linguistique pourra se retrouver sans pour autant rentrer dans une bagarre des cultures, d'accord ? Comme on pourrait le voir, mais en toute fraternité, lors des sessions ou des séances de Gabon 9 provinces, où chaque groupe ethnico-régional veut sortir du lot. Mais on peut bien évidemment, dans cette grande ensemble, cette grande assemblée, parler de culture gabonaise où chacun pourrait bien évidemment se retrouver. Et lorsqu'on parle, si on adopte la posture de la culture gabonaise, est-ce que cela ne fait pas ombrage à la spécificité, à l'originalité? Monsieur Joe. Bien, merci de me passer la parole. La question que vous posez est une question essentielle, sinon fondamentale. C'est une question qui s'insère dans ce qu'on appelle une problématique plus grande de l'État postcolonial. Donc au départ, nous avons d'abord une société ethnique et après nous avons ce qu'on appelle la société post-ethnique. Et c'est à partir de ce moment que l'État-nation en Afrique va émerger. Et lorsque l'État-nation émerge en Afrique, on se retrouve avec un particularisme, sinon une diversité culturelle. Et à partir de ce moment, ça peut poser un problème si on n'arrive pas à pouvoir homogénéiser tout ce groupe-là. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'État-nation, donc en Afrique postcoloniale, n'est pas antinomique, d'accord, à la diversité culturelle. Au contraire, cette diversité culturelle-là doit pouvoir s'exprimer dans le sens de l'harmonisation. Autrement dit, on doit parler dans le particularisme. Ça veut dire qu'une culture ne doit pas pouvoir s'imposer au détriment des autres spécificités. Au contraire, lorsqu'on arrive à intégrer toute cette spécificité-là, on a la possibilité d'entrevoir une certaine forme de richesse. Voilà. On doit parler dans le sens de s'opposer, mais au contraire, on doit aller dans le sens d'harmoniser, voilà, et pour avoir, in fine, la culture gabonaise. La culture gabonaise apparaît donc comme la somme des spécificités gabonaises. Alors, professeur Soumao, lorsqu'on est au cœur justement de cette culture, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce package, si on peut qualifier cette somme de culture gabonaise ainsi? Vous savez, la notion de culture, elle est très large. Elle est très large, elle englobe à la fois
l'art culinaire, l'art vestimentaire, la langue, d'accord? C'est vraiment une notion qui peut paraître, on va dire, dans une espèce de vastitude, mais qu'on peut cantonner à certaines spécificités sans pour autant se perdre. Et pour essayer de saisir cette vastitude, on peut prendre le côté, on va dire, musical, où on a bien vu que lors des manifestations du drapeau, une originalité a été introduite durant la cérémonie, c'est celle de présenter un medley des différents classiques de la chanson gabonaise. Ces classiques-là auront été joués par les forces de défense. Là aussi, originalité à travers la fanfare qui était présente. Et donc, ça montre effectivement qu'il y a, je vais dire, une importance qui est donnée par le pouvoir de la Ve République à ce pan de la culture gabonaise incarné par la chanson. Bien. Alors, Joey Igama, est-ce que justement, quand on parle de la transmission des valeurs culturelles, de la sauvegarde de l'héritage culturel, on fait aussi place là à la valorisation de cette culture à travers les industries culturelles. On a parlé, le professeur a évoqué tout à l'heure, lors de la célébration du 17 août 2025, bien avant même, on a célébré le drapeau, on a vu la place qui a été faite à la culture. On peut aller un peu plus loin lors du 3 mai 2025 relatif à la cérémonie d'investiture justement du président de la République, chef du gouvernement. On a également vu un certain nombre de symboles et d'attributs de la culture qui se sont imposés. Quelle est la place des industries culturelles finalement dans le processus de valorisation, sinon de revalorisation de la culture gabonaise? Bien. Donc, ce qu'il faut retenir avec la Ve République, c'est que la valorisation de la culture est au cœur même du système. Si vous prenez par exemple la Charte fondamentale, déjà dans son préambule, il est clairement mentionné, donc il est clairement fait référence donc, à la culture gabonaise. Et dans son corpus également, tous les aspects liés à la culture, du moins les plus saillants, sont également représentés. Maintenant, en ce qui concerne la place de la culture dans les industries au niveau du Gabon, nous voyons qu'effectivement avec la Ve République, plusieurs symboles ne font qu'être mis en place. Lorsque, par exemple, le président de la République a prêté serment, nous avons vu effectivement que la culture était bien au rendez-vous. Alors, professeur Soumao, lorsqu'on parle de culture, on peut extraire à l'intérieur de ce mot le radical culte. Quelle est justement la place du sacré, et sinon du divin, dans la culture gabonaise? Est-ce qu'on peut tout simplement parler de culture sans mettre en exergue le culte, le sacré ou le divin? Alors, dans votre question précédente, vous parliez d'industrie de la culture. Oui, qui dit industrie dit industrialisation. Et donc, on rentre dans une forme de standardisation qui permet justement d'exporter, d'accord, ces biens culturels à l'international, d'autant plus qu'on vit dans un monde, dans un univers mondialisé où la culture, pour qu'elle puisse survivre, doit être consommée, et pas seulement consommée par les autochtones, mais consommée par tout le monde. Et donc, dans ce type de conception, la place du sacré a bien évidemment là aussi une grande part, d'autant plus que lorsqu'on parle de patrimoine, d'accord, et notamment dans nos cultures bantoues, il y a une grande dimension sacrée qui intervient et donc nous appelle à beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de respect face à ce patrimoine qui, à mon sens, doit être préservé. Mais préservé, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais préserver, on va dire, de la concurrence, préserver... Je vais vous prendre un exemple. Regardez la culture américaine.
Aujourd'hui, la culture américaine est représentée par quoi? Bah, deux éléments, le burger et le Coca-Cola. Ce sont ces deux éléments que les États-Unis ont réussi à standardiser, à tel point que même nous, Gabonais, nous nous sommes appropriés dans nos menus, d'accord, cette culture. Donc c'est pour dire que, oui, il faut préserver le côté sacré, le côté, je veux dire, divin de ce patrimoine, mais sans rentrer dans un discours bohémien, il faut aussi aller au-delà et arriver à une forme de standardisation pour la préservation de ce patrimoine. Oui, j'insiste là-dessus. Quand on parle de la culture gabonaise, justement, quel est le visage qu'on pourrait lui donner, le visage qu'on pourrait lui attribuer si on exclut, pas qu'on exclut, si nous gardons pour nous le côté sacré, le côté du culte, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la diversité. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun qui ferait en sorte que, lorsqu'on parle de la culture gabonaise, on ait des références? Bien. Donc, lorsqu'on veut lier la diversité culturelle et lorsqu'on veut aller dans tout ce qui est culturel, il faut savoir que la dimension, on va dire quoi, culturelle africaine ne peut pas se départir de tout ce qui est mystique ou encore de ce qui est sacré. Et l'État gabonais reconnaît effectivement ce point-là. C'est pourquoi lorsque vous regardez certaines lois, comme certains décrets, lorsque vous voulez par exemple exporter un bien culturel donc, à l'extérieur, vous devez prendre comment dire, des autorisations. Sans ces autorisations, ce n'est pas possible. C'est pour protéger également la culture. Sinon, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec des masques, par exemple, comme ceux qu'on retrouve en ce moment en France ou encore en Occident. Donc, du coup, on a intérêt également de pouvoir préserver donc, ces biens-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, la loi fait la distinction entre ce qu'on entend bien culturel et bien artisanal. Donc, un bien, par exemple, culturel, je prends l'exemple des masques. Si le masque, derrière le masque, il y a un côté, par exemple, culturel, ce masque-là, pour qu'il soit vendu, ça va être très, très difficile. La loi encadre bien toutes ces spécificités-là. Donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas enlever, comme je le disais tantôt, donc, cette notion du sacré de la culture africaine. Sinon, ça enlève même l'essence même de la culture africaine. Parce que la culture africaine, elle est basée sur ces éléments. Professeur, est-ce que la culture gabonaise ne fait pas face au défi de l'évolution? Parce que, j'insiste un tout petit peu là-dessus, pour lui donner un visage qui lui soit reconnaissable. Et là, il y a également un défi d'architecture de la culture gabonaise. Par exemple, lorsqu'on parle de mariage gabonais, est-ce qu'on a un élément qui peut constituer un dénominateur commun? J'insiste là-dessus. Lorsqu'on parle, on est sur le plan culinaire, vous avez évoqué Coca-Cola et le burger, c'est là sur l'aspect culinaire des États-Unis. Mais sur le plan national, est-ce qu'on a véritablement fait évoluer la culture au stade d'État-nation? Alors, la culture gabonaise, comme toutes les autres cultures, subissent les dynamiques sociales, qu'on le veuille ou non. Il y a des brassages, des luttes même, à l'intérieur des cultures qui nous emmènent, nous Gabonais, à nous réinventer. Et par conséquent, nos us, nos coutumes, nos habitudes n'auront pas d'autre choix que de s'adapter à ces différentes dynamiques sociales, et voire même internationales, mondialisées même. Pour dire que lorsque vous regardez un autre aspect qui touche aussi au sacré, l'Obuti. L'Obuti, aujourd'hui, par les anthropologues, se définit comme une religion. Mais une religion qui n'est pas pratiquée uniquement par les Gabonais. Le Katatayo est un exemple assez illustratif. Voilà. Vous avez des Occidentaux qui viennent au Gabon pour se faire initier, et lorsqu'ils repartent chez eux, ils ouvrent des Tambouiti.
Avec ceci de particulier que, bon, malheureusement, lorsqu'on n'est pas véritablement un maître dans cette religion, on peut avoir des accidents et ce type de faits divers qu'on entend notamment avec la manipulation de certaines substances comme celle de l'iboga, vous voyez, qui rentre dans la composition même de cet art, de cette religion qu'est le Bouti. Donc, le Gabonais ou le Gabon se retrouve sur certains aspects certains aspects qui font socle. D'accord? Nous avons le mariage coutumier, là aussi. Je ne connais pas une province ou un groupe linguistique qui ne pratique pas le mariage coutumier, alors même, et là c'est un paradoxe, en même temps c'est le mariage le plus important pour les familles gabonaises, mais celui-ci n'est pas reconnu. Paradoxe des paradoxes. Voilà. Alors, Monsieur Igama, aujourd'hui, si on s'appuie sur ce que Lilian Castello dit dans son anthologie négro-africaine, la langue serait l'un des éléments les plus importants de chaque culture. Aujourd'hui, on parle de la culture gabonaise. Vous êtes à côté d'un universitaire. Est-ce que les travaux n'ont pas suffisamment avancé dans le milieu académique pour que finalement on soumette aux politiques une proposition de langue gabonaise? Bien. Vous savez, ce problème-là date de, on va dire quoi, date de depuis l'indépendance. Au sortir des indépendances, l'État gabonais, ou bien du moins les politiques gabonais, voulaient ériger une langue nationale qu'on appelle le Gassi langue. Donc une langue gabonaise formée à partir de 6 langues. Mais malheureusement, le projet n'a pas vu le jour. Vous avez parlé d'État-nation. Et je vous ai dit au départ de mon propos qu'il y a la problématique, elle est cruciale. Parce que avant l'État-nation, nous avons une société ethnique. Ça veut dire quoi? Chaque groupe ethno-linguistique vivait dans son cocon. Et lorsque l'État est arrivé, l'État a pris toutes ces réalités-là sans pouvoir faire en sorte que ces personnes-là aient cheminé d'abord ensemble, comme un peu ce qui s'est passé en Occident. Donc, on se retrouve avec une fédération ethno-linguistique. Voilà. Donc on se retrouve avec plusieurs ethnies. Et là, ça pose un réel problème. Et les problèmes ça pose un problème réel, effectivement. Et on peut se poser la question de savoir s'il faut, par exemple, choisir une langue. Quelle serait la langue qui serait mise en avant? Donc là, on va appeler au dépassement de soi et au dépassement, on va dire quoi? De toutes les ethnies, pour faire en sorte que nous allions effectivement vers ce qu'on appelle l'être gabonais. Alors, je vois le professeur Soumao hocher la tête. Vous êtes un universitaire. Dites-nous la vérité. Où se trouve la difficulté? Au niveau académique ou sur le plan politique? Alors, effectivement, c'est une question, une problématique qui m'interpelle, d'autant plus que j'ai produit un article il y a maintenant aujourd'hui une petite dizaine d'années que j'ai intitulé dans le deuxième titre « L'impossible scénario ». Le fait d'avoir une langue, on va dire, officielle qui sortirait justement de nos différentes langues locales va être, je veux dire, un défi, mais pour l'État gabonais. Pour quelle raison? Mon collègue ici, sur le plateau, a déjà donné des pistes de réponse pour dire qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons l'échiquier et les linguistes sont bien placés pour nous en parler, et d'ailleurs, sur cette question, vous avez des universitaires comme le professeur Daniel Franck-Idiata, qui a commis de nombreux ouvrages sur la question des langues au Gabon, pour dire que politiquement, d'accord, la question avait déjà été posée. Et le problème que nous avons, nous, en tant que Gabonais, par rapport aux autres États africains, notamment ouest-africains, c'est que la colonisation a eu des effets, je vous assure, dévastateurs
sur les consciences nationales, sur les consciences même des Gabonais, à telle enseigne que lorsque je dis à mes étudiants que la langue maternelle du Gabonais, ce n'est pas le Fan, ce n'est pas le Mienais, ce n'est pas le Kota, mais c'est le français. Parce que c'est la première langue d'acquisition. Et que les langues, les langues Mienais, Pounou et autres, ce sont des langues qu'on peut appeler des langues locales. Mais ça ne peut pas être des langues nationales, langue maternelle, parce que la première langue d'acquisition, justement, lorsqu'on est à l'hôpital, même lorsqu'on est au village, on commence d'abord par parler français. Et vous avez une institution de socialisation qu'est l'école, qui est venue justement renforcer cet impossible scénario d'avoir une langue nationale, officielle, locale, qui émergerait comme ça à la place, ou du moins contre les autres, parce que c'est cela, cette vision-là qu'ils ont. C'est-à-dire que si on disait aujourd'hui que tout le monde, tous les Gabonais doivent parler pour nous, pour avoir un peu à l'instar du Sénégal le Wolof, bah, vous êtes sûr que les Mienais, les Fans, les Nzébi vont dire mais pourquoi eux? Alors, est-ce que le politique manquerait de courage d'amener pour le bienfait, justement, pour le succès, justement, du Gabon en matière de transmission des valeurs culturelles, est-ce que le politique devrait manquer de courage si les académiciens ont déjà fait leur boulot? Bien. C'est comme je vous disais, cette question de la langue, de la transmission donc, de la culture est très importante. Joseph Kizerbo, un célèbre intellectuel burkinabé, disait que si nous dormons ou bien si nous nous couchons sur la natte des autres, nous sommes morts. Lorsque on ne parvient pas à avoir une langue, on ne peut pas accéder au savoir de cette culture-là. Et si on ne peut pas accéder au savoir de cette culture, on a une expression mécanique des choses. On n'a pas cette flexibilité-là. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque vous suivez le journal, je suis souvent le journal en langue, lorsque vous prenez le journal en langue et le journal en français, regardez l'expression, la communication, parce que tout, le gestuel, l'expression des journalistes. Vous verrez que lorsque le journaliste en question s'exprime en langue et lorsqu'il s'exprime en français, la mécanique est différente. Il y a une aisance lorsqu'on s'exprime dans ce qu'on est, si je puis m'exprimer ainsi. Et lorsqu'on s'exprime dans une langue qui n'est pas la nôtre, qui nous a été imposée par le colon, comme c'est le cas par exemple pour la société gabonaise, eh bien, l'expression est mécanique. On a du mal, on se cherche. Donc c'est pour dire que c'est important. Maintenant, dire que les politiques, est-ce qu'ils manquent de courage? Vous savez, les décisions qui concernent la nation, ce ne sont pas des décisions qu'on prend à la légère. Et la loi, ou le droit encore, ou les normes ne se prennent pas de manière ex nihilo. Il faut tenir compte de la sociologie de la population, regarder l'état de développement des populations. Voilà. Parce que si les populations elles-mêmes ne sont pas, on va dire quoi, ne collaborent pas ou bien ne sont pas à même de le comprendre maintenant. En ce qui me concerne, par exemple, moi je fais des propositions dans le cadre du dialogue national. J'avais mis une langue. Moi, je suis pour nous, mais pourtant, j'ai mis une autre langue. Peut-être que je ne veux pas le citer ici, mais j'ai mis une autre langue qui n'est pas la mienne. Parce que je comprends que nous devons faire ce qu'on appelle le dépassement de soi. Nous ne sommes pas, on va dire quoi? Nous ne sommes pas pour nous à l'origine. Nous ne sommes pas Fan à l'origine. Nous ne sommes pas Téké à l'origine. Nous devenons Téké. Ça veut dire quoi? Si vous prenez un Téké, vous le mettez en Dendé chez moi, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui a un père Téké, une mère Téké, mais il est pour nous, dans sa manière de faire. Parce que la culture, on l'acquiert. Ce n'est pas quelque chose d'intrinsèque à l'origine. On acquiert la culture. Donc, tous ceux qui estiment que parce qu'on mettrait, par exemple, la langue de tel en avant, ça ferait en sorte que sa langue ne soit plus valorisée. Mais aujourd'hui, nous avons le français qui nous domine. Mais pourtant, on est là, on accepte le français, mais on accepterait moins, malheureusement, que ça soit, par exemple, le Mienais, par exemple, le Fan, ou le Pounou, ou etc. Moi, en ce qui me concerne, ça ne me gênerait pas, je vous assure. Et j'appelle donc les politiques à se saisir de cette question-là. Parce que tant qu'on n'a pas un socle commun,
ça va être un peu difficile de faire nation. Alors, nous sommes pratiquement au terme de cet échange. Professeur Soumao, je me tourne vers vous. En tant que chercheur, il faut avoir une part de provocation, d'accord? Mais il faut dire que c'est une aventure qui sera longue, pas impossible, mais longue, et qui doit emmener justement les politiques, mais pas que les politiques, l'ensemble des peuples gabonais à fédérer, à faire socle commun sur cette question et de pouvoir justement donner à voir un horizon positif à cette problématique. Et d'ailleurs, ce qui fait l'authenticité même d'une nation, d'un peuple, c'est de pouvoir fédérer autour de ce type de patrimoine. Merci. Dernière prise de parole à vous, Monsieur Igama. Si on ne parvient pas, je dis ceci, lorsque on parle de transmission ou de retransmission de l'héritage culturel, est-ce qu'on n'a pas là des obstacles qui se dressent sur ce processus de transmission ou de sauvegarde de l'héritage culturel? Parce que le Bwiti, l'essence se passe dans le Nzimba. Et je crois que ça ne se fait pas en français. Est-ce que le fait que, comme le professeur Soumao vient de le relever tout à l'heure, le français soit devenu la langue maternelle n'est pas le plus gros obstacle qui se dresse sur la voie de la transmission ou de la sauvegarde des valeurs culturelles? Eh bien, le problème doit être peut-être posé autrement. Aidez-nous. Le fait, par exemple, de ne pas avoir une langue nationale n'est pas un frein que on va dire quoi, un frein à pouvoir accéder à la connaissance ou à la culture. Ça veut dire quoi? Moi, je suis Pounou. Si je connais le Pounou, je peux accéder au Pounou par ma langue. Puisqu'on parle de diversité d'abord culturelle. Maintenant, on doit poser la question dans le sens du rapport de la langue à l'État-nation. Est-ce que nous voulons continuer, en tant que Gabonais, à être dans cette diversité de langage, pas de culture, ou bien pas de, on va dire quoi, pas d'éléments du terroir, mais est-ce qu'on ne gagnerait pas à avoir une langue nationale qui permettrait de nous fédérer davantage, qui permettrait de voir l'autre comme étant réellement quelqu'un qui appartient à sa famille? Moi, j'en appelle donc à la responsabilité de tout un chacun, notamment du Parlement, qui va être mise en place dans les prochains mois. Voilà, c'est la représentation nationale. Mais malheureusement, le plus souvent, ils ont du mal à faire des propositions de loi. C'est pourquoi moi, je préfère me tourner vers les autorités de la Ve République, leur dire qu'il est temps. Vous avez si bien rappelé que Monsieur le Président de la République a été élu avec 94 ou près de 95%. Donc ça veut dire qu'il a la légalité avec lui, il a la légitimité avec lui, il a la possibilité de décider, ou bien, voilà, avec bien sûr on va dire quoi, tous les responsables du pays, de pouvoir proposer cette langue-là. C'est possible. En tout cas, moi, j'y crois, et moi, c'est vraiment mon vœu ardent. Moi, j'étais au Sénégal, j'ai fait mes études, je fais 10 ans là-bas. Je vois combien de fois le Wolof est un réel ciment. Un réel ciment, un réel soubassement. Et je dis bien que si nous ne parvenons pas à mettre cette langue-là, eh bien, la nation gabonaise sera toujours fragilisée. Merci à vous deux d'être venus, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir déversé vos connaissances au bénéfice du plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt.